Allez, c'est parti. Ah, Ça y est. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans cet apéro live. Levons nos verres. santé. Ah. Santé. Donc je confirme, on est bien en live. Ouais, on est bien en live. Quelques petits réglages. Je te partage mon écran. Voilà. On voulait partager avec vous notre nouveau projet. Euh, Pourquoi Simplement parce qu'on peut pas rester les bras croisés à attendre que les choses changent, puis en plus pas forcément dans le bon sens. On peut pas voir les espèces s'éteindre, on peut pas voir le climat qui se réchauffe, on peut pas voir la fonte des glaciers sans rien faire, on peut pas voir la pollution un peu partout, on peut pas continuer toutes ces conneries en fait. Donc on a décidé de prendre en main notre vie et puis de notre responsabilité de citoyen aussi vis-à-vis de nos déchets, vis-à-vis de notre pollution, consommation énergétique, transport. Donc on va complètement tout remettre à plat. Et c'est ce qui fait qu'on a décidé d'acheter ensemble, Thibaut et moi, c'était nos deux familles, un terrain en Bretagne sur lequel on va construire nos deux maisons. Donc on achète 2 hectares de terrain en Bretagne et on va y construire dessus chacun notre maison. Quand on dit construire, c'est auto-construire, hein, et qu'on va construire nous-mêmes les maisons. Ouais. Aussi, on va vous expliquer pour ça, enfin les choses. Ouais, Voilà le ça projet. fait longtemps, hein. Ça fait longtemps qu'on y pense. Ça fait longtemps donc on partage maintenant sur Ensemble vers un monde meilleur plein de choses autour de solutions, entre guillemets. En tout cas, de manières de faire différemment. Et bah, en fait, nous, on fait chacun de notre côté depuis longtemps, par exemple la permaculture. Et puis là, on passe à l'étape supérieure, quoi. Parce que ces petites actions qu'on fait au quotidien, bah oui, c'est bien. Seulement, ça permet pas vraiment de transformer les choses profondément. Et en fait, nous, on a envie d'être acteurs plus. Et vraiment d'incarner ça, incarner le changement. Et voilà, donc on le fait à deux bah, voilà, parce qu'on se connaît bien maintenant. On va vous expliquer pourquoi. Et du coup, c'est vrai qu'on se posait la question comment est-ce que nos actions suffisaient? Est-ce que ça suffit de composter? Est-ce que ça suffit d'aller à pied le matin ou en vélo au lieu de prendre la voiture? Est-ce que ça suffit d'éteindre la lumière quand on sort des pièces? Est-ce que ça suffit de prendre des douches de 3 minutes plutôt que de 10 minutes? Est-ce que des petites choses comme ça suffit? Et en fait, à force d'analyser le problème qui crée la crise de notre société, qui est aussi la cause de ce qui fait tendre tout ça vers l'effondrement, toute cette société vers l'effondrement. On s'aperçoit très très vite que le problème c'est que euh, il faut décroître. Il faut décroître parce que notre problème c'est qu'on peut pas croître, on peut pas avoir plus de PIB ou autant de PIB sans consommer l'énergie fossile qui va avec. Et le pétrole, le charbon, le gaz. Euh, donc si on veut faire descendre nos émissions de gaz à effet de serre, il faut nécessairement consommer moins, décroître et faire décroître aussi le PIB. Donc nous, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait faire ça à notre échelle, parce que de toute façon, on n'a pas de baguette magique, puis on sait pas vraiment, enfin moi je sais pas comment m'y prendre pour le faire à l'échelle d'un pays ou à l'échelle du monde, on n'a pas ces compétences-là. Par contre, à notre échelle, il nous est paru évident que déjà, si on arrêtait de travailler pour rembourser un crédit, euh, parce qu'on a une maison par exemple qui fait, mettons qu'on a une maison qui fasse 300 000 euros, si on peut avoir la même maison en l'auto-construisant pour 100 000 euros, bah, ça fait qu'on a économisé 200 000 euros. Ça veut dire que ces 200 000 euros là, on n'a pas à les rembourser à la banque, on n'a pas à rembourser les intérêts dessus, on n'a pas à se lever le matin pour aller travailler pour ça. Et tout ça, ça libère du temps pour faire autre chose.
Et bah, nous, du coup, on a décidé de partager ça ensemble et puis bah, de faire une forêt comestible, différentes choses. On va vous présenter ça à la suite. Bah, Alors, salut Nico, salut Maïté, Maxime aussi. Salut tout le monde. salut. Ah, Maxime, tu vas voir les boules. C'est courageux de ta part, Maxime. Pourquoi on vous partage ça? Parce que nous, on va tenter de faire quelque chose. Vous avez bien compris, on va habiter ensemble sur un même terrain. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir à le faire, ça ne veut pas dire que ça va se faire sans heurts, sans friction. Puis déjà, des frictions, on en a déjà eu, des tensions, il y en a déjà eu, des deuils, il y en a déjà eu. Puis on va les partager avec vous. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de le faire, de se mettre en mouvement, et ensuite, surtout de faire un projet qui soit joyeux. De faire ça, c'est Maxime qui m'avait dit moi j'ai besoin que les choses soient joyeuses. Bah tu vois Maxime, on a décidé de faire des choses joyeuses et que la joie soit notre leitmotiv. Alors effectivement, il y a un déclencheur, c'est le risque, c'est cet effondrement qui est le déclencheur. Mais par contre, on n'a pas envie de poser notre conscience là-dessus. On a envie de faire aussi les choses parce qu'on a envie de plus de joie, plus de sympathie, plus de fraternité, plus d'amitié. Euh, Sur l'autre énergie, sur l'énergie d'après. C'est comment on construit et pas avec l'énergie de peur. Et Nico qui regarde, c'est pareil. Il m'a appelé il n'y a pas si longtemps pour me dire, mais non, moi je suis passé à l'énergie de construction, à la joie, et tout. Je j'ai plus. Eh ben, on y est aussi. Voilà, donc c'est un autre clin d'œil aussi. voilà. Et le deuxième effet qui se coule de tout ça, c'est qu'on a décidé de le faire pour quelque part documenter les étapes, documenter nos frustrations, documenter ce par quoi on est passé, pour faire en sorte de tracer un chemin qui pourrait être inspirant pour d'autres personnes, pour rentrer dans un éco-village, pour créer un éco-hameau, pour faire autrement, pour faire de l'habitat partagé, et donc participer à ce mouvement qui se met en place. On n'est pas les seuls. J'ai discuté aujourd'hui avec je vais pas la nommer, mais avec une femme qui me disait qu'elle voulait créer quasiment la même chose que ce que nous on est en train de vous présenter là. Donc je pense qu'il y a un mouvement de fond dans la société où il y a plein de gens comme nous qui essayent de mettre en place des solutions ou des adaptations à la problématique. Et c'est intéressant de documenter tout ça pour faire en sorte que pour les autres, ça soit encore plus simple d'y aller, quoi. Parce qu'il y a tellement de peur au départ, franchement. Euh, Enfin, ça, je trouve c'est important d'en parler. Moi, j'aurais été salarié, ma femme salariée. Je pense qu'on n'y serait pas allé. On n'aurait pas quitté notre travail salarié, notre CDI, notre sécurité. On aurait, on l'aurait pas fait le projet. Là, en étant entrepreneur, on a une espèce de liberté, Thibaut et moi, de pouvoir travailler d'où on veut déjà. C'est une sacrée sécurité. Oui, et puis nous, on a déjà expérimenté des années de risques. C'est-à-dire, Ouais. on vit aussi dans le risque de demain, je ne peux pas payer ma maison. Enfin, c'est des choses qu'on connaît déjà depuis longtemps. Donc, je vais dire, ça nous fait plus vraiment peur comme ça pouvait nous angoisser. En tout cas, moi, m'angoisser quand j'étais salarié. L'idée de ne pas avoir de sécurité de l'emploi ou de ne pas avoir un salaire qui tombe, ah oui, c'est angoissant. Donc que là, aujourd'hui, bah, tout ça, on l'a déjà vécu. C'est d'autres peurs qui se sont enclenchées là. Et qui sont hyper intéressantes à les gratter et c'est pour ça qu'on veut vous les partager parce que forcément, bon, on y passe et tout le monde y passe quand, quand on a un projet de cette envergure, quoi. Tout quitter, c'est pas rien. C'est c'est pas juste quitter un emploi. C'est c'est vraiment, je quitte tout, ma vie, mon quotidien tel que je connais, mes voisins, mes amis s'ils sont proches, mon train-train, les enfants, changer d'école, peut-être quitter les enfants aussi, moins les voir. Enfin, c'est un gros délire en fait. Ouais, c'est un gros délire. En fait, je pense que la chose la plus difficile à digérer, c'est d'accepter que la fausse certitude qu'on connaissait avant, c'est-à-dire c'est ce monde à peu près certain où on sait que on va faire des grandes études, on va trouver du travail et on aura une retraite. Ce monde-là, pour Thibaut et moi, enfin pour moi il n'existe plus quoi. Enfin, il n'y a aucune certitude de cet ordre-là.
pour l'avenir. Et donc on est obligé de se recréer un chemin dans un monde qui est de toute façon très incertain. Et par contre, ce qui est génial, c'est qu'on développe des capacités à gérer cette incertitude en permanence. Et puis, de toute façon, on voit bien sur notre projet, on fait avec. Parce que maintenant, c'est une donnée. Je veux dire, on est obligé de faire avec. On peut plus attendre pour avoir quelque chose de sûr. Attendre, c'est devenu la pire des choses à faire aujourd'hui. Donc, regardez, si vous attendez pour le climat, vous attendez que l'énergie fossile soit brûlée et donc aggravation du climat. Si vous attendez euh, pour vous-même et vous continuez à bosser et à courir après l'argent, le gain et l'appât du gain en permanence, ce qui se passe, c'est que finalement vous aggravez votre situation financière et vous vous épuisez, vous allez vers le burn-out à grands pas. Il y a un moment où il faut savoir aussi prendre du temps pour soi et voir le problème avec plus de recul et à l'envers. C'est-à-dire au lieu d'avoir plus pour faire face à de grosses charges, plutôt se dire Comment je fais? est-ce que je peux pas réduire mes grosses charges? Oui, bah oui. Et donc ça me permet de bosser moins dans l'histoire. Et là c'est complètement notre démarche et en plus c'est une démarche décroissante. C'est une démarche qui nous permet de nous dire que si demain tout s'arrête pour une raison X ou Y, eh bien nous on chutera peut-être de moins haut, tout simplement. Voilà. Parce que moi je peux vous dire un truc, c'est que là c'est la deuxième année où je cultive mon jardin en permaculture. C'est catastrophique. La quantité d'alimentation que j'arrive à tirer de mon sol, c'est catastrophique. Et je considère qu'il me faudrait au moins 10 ans pour arriver à, à cultiver et à me nourrir au moins à 80% avec mon jardin. Et ça, J'ai envie de, oui. Je suis d'accord. j'ai envie de dire, faut forcément commencer aujourd'hui. On n'a pas le temps on n'a pas le temps d'attendre. Et le problème, c'est qu'on n'a pas le temps d'attendre pour le jardin, pour la maison, pour le Oui. truc, pour l'eau, pour ceci, pour cela. Il faut aller de l'avant. Et puis aussi pour le boulot et pour le climat, pour la biodiversité, il faut forcément aller de l'avant. Bon, voilà. Et d'où le but de le faire ensemble. Parce que Voilà. voilà, les expérimentations que Romuald fait de son côté, moi j'en ai fait aussi du mien. Je ne sais pas quelle est la différence. Moi j'arrive à me nourrir, ça dépend de quoi, hein, mais j'arrive à me nourrir en partie du jardin. Et c'est sûr que se rassembler et mettre ensemble nos compétences, ça nous donne un peu plus de chances d'y arriver peut-être en 5 ans au lieu de 10. Ça c'est important. Je voulais aussi lire les deux commentaires qu'on a eus. Alors, Nico qui nous dit que rien ne dit que ce monde ne va pas continuer tout de même. Restons positifs. Je suis de plus en C'est plus pas. étonné quand même, Nico. Je dois te tirer mon chapeau quand même, parce qu'il y a un gros changement d'énergie, hein. Moi, je peux quand même affirmer quelque chose aujourd'hui, parce que ça, c'est juste de la physique et des mathématiques. Le monde ne continuera pas comme ça éternellement, pour une raison très simple. Aujourd'hui, notre société est mue par les énergies fossiles. Les énergies fossiles sont limitées. À un moment, il n'y en aura plus. Donc, notre société ne pourra pas continuer éternellement à utiliser des énergies fossiles. Mais C'est tout ce que je peux. on est positif. Ben, on peut être positif en se disant peut-être qu'il y a une invention extraordinaire qui va révolutionner les choses, je veux bien. Par contre, le monde qu'on connaît aujourd'hui en se disant c'est pas grave, je vais prendre la voiture et puis je vais pouvoir faire 80 km. La vérité c'est que si vous avez plus de pétrole pour mettre dans la voiture, les 80 km à pied, d'accord, mais il faut 2 jours. Voilà, On reviendra aux chevaux. Bon, et Maïté, on a dû parler à un moment, lui, on a parlé d'emmener les enfants, etc. Mais elle dit, il faut pas les mettre à l'école, les pauvres, l'instruction en famille, c'est super. Alors oui, on en a parlé depuis longtemps, hein, de ça. Moi, ça faisait partie de mes projets. Sauf que j'avoue, hein, j'ai délégué l'éducation à l'école. Oui. Moi, mon fils est en grande section. Donc, j'ai peut-être la faiblesse de me dire que l'impact de l'éducation nationale n'est pas encore fort. Je sais que je me trompe dans un sens, parce que je vois qu'il est quand même transformé par l'école. Mais j'ai besoin, en tout cas aujourd'hui, de déléguer cette partie-là parce que je ne saurais pas encore faire autrement. Et puis c'est un choix de famille. Voilà.
Donc peut-être à l'avenir, et peut-être on sera obligé d'ailleurs de garder nos enfants. Donc ça, bon, on ne sait pas, mais pour l'instant, moi je fais avec l'école, euh, et puis je m'adapte. Ouais, moi j'avoue que j'aimerais bien que ça soit à la maison. Je trouverais ça très très joyeux, mais il faudrait que ça soit. Peut-être dans ce cas-là, il faudrait déjà habiter sur notre nouveau lieu, voir comment ça se passe entre nous. Peut-être que là, il y a un climat qui serait favorable pour que ça se fasse à la maison, et pourquoi pas avoir d'autres écoliers qui viendraient faire classe aussi avec en petite classe de 4 ou de 5 élèves. Pourquoi pas comme ça, avec en tournant avec les parents, ça pourrait. Mais ça c'est l'avenir. Pour l'instant, ma fille elle va à l'école pour les mêmes raisons que Thibaut en fait, parce qu'on a encore besoin de bosser, on a besoin du coup de notre temps pour travailler, pour gagner de l'argent, et bah voilà, faut bien aller de l'avant quoi. Donc je pense que vous avez bien capté tout ce que j'ai sous les yeux là. Bon, on vient d'en parler de ça, ça aussi. Alors tout ça pour nous, enfin pour moi et pour Thibaut, de toute façon on est d'accord tous les deux là-dessus, c'est une envie de longue date. On avait dans la tête le fait de faire moins de déchets, d'être plus responsable de nos entrants, de nos sortants. Moi, ça me va pas de tirer les WC, la chasse d'eau avec de l'eau potable et puis me rendre compte que l'eau, elle embarque des nutriments qui sont essentiels et qui pourraient servir à la permaculture parce que dedans, vous savez que l'urine, par exemple, c'est un des engrais certainement du futur. Il y a des chercheurs en Allemagne qui travaillent très très fort là-dessus et qui s'aperçoivent que des champs cultivés avec de l'urine diluée et des champs cultivés avec de l'engrais, comment dire, phosphaté ou de l'engrais chimique, on a exactement les mêmes résultats enfin, les fruits sont aussi beaux en fait. Les fruits, les grains de blé sont aussi beaux. Voilà. Moi, ça m'ennuie d'envoyer tout ça dans les rivières. Enfin bon, c'est une question que je me pose. Mais il y a aussi le facteur de résilience qui est important pour nous face à l'effondrement. Il y a cette décroissance qui est aussi essentielle, puis qui est liée à ce facteur effondrement. On a envie aussi de retrouver les savoir-faire de base, se nourrir, construire sa maison. Autrefois, les paysans, ils construisaient leur maison eux-mêmes. Maintenant, nous, on a délégué ça à d'autres personnes en contrepartie de dizaines d'années de vie de notre temps. C'est-à-dire que pour payer 300 000 euros avec un crédit et les intérêts et ainsi de suite à la banque, nous, il faut qu'on bosse peut-être, je vais dire une bêtise, mais peut-être 20 ans, 25 ans, juste pour pouvoir rembourser tout ça. Ah oui, oui, c'est bien un minimum. Ouais. Un jour, je ferai vraiment le calcul et je pense que ça sera vraiment très très étonnant, le résultat. Euh, et puis il y a aussi, on a une vraie raison pour tout ça, c'est qu'on a envie de plus d'amitié, de fraternité. On a aussi envie de liberté, d'autonomie, de partage entre nous, puis avec l'extérieur, puis d'autonomie énergétique et alimentaire, évidemment quoi. Et sur cette envie de longue date, il y a quelque chose qui s'est greffé, bah, c'est effectivement ce risque effondrement. Donc ça a précipité un petit peu le projet. C'est ça qui a fait que nos rêves, parce que moi je rêve de ça depuis 20 ans, je veux dire j'ai 40 ans, à 20 ans je rêvais déjà d'éco-village. Concrètement j'étais abonné à la revue Passerelle Éco, qui est la revue des éco-villages. Donc moi c'est quelque chose que j'avais en tête depuis très très longtemps. Construire, j'ai un livre qui date de 15 ans, construire sa maison en ballot de paille, bah j'ai envie de dire l'année prochaine on va le faire. Euh, et tout ça, c'est devenu réel parce qu'il y a eu un déclencheur. Ce déclencheur, ça a été de nous dire, les gars, si vous bougez pas, si vous réalisez pas vos rêves, qui sont une partie de la solution, eh bien, quelque part, vous êtes en danger. Et ça a été le déclencheur. Maintenant, c'est pas le leitmotiv, c'est juste le déclencheur. C'est pas la motivation qui nous anime le matin pour se lever. Moi, je me dis plutôt, ouais, c'est génial de faire sa maison. De construire soi-même sa maison, c'est génial, c'est joyeux, c'est avec les copains, quoi. Oui, d'ailleurs, le projet, il était à ses balbutiements lorsqu'on a fait les premières vidéos, les premiers lives sur l'effondrement. Et c'est vrai que le déclencheur, ça a vraiment été la peur. Ça fait longtemps qu'on en parlait. En fait, on imaginait, on rêvait de dire, mais en fait, ce serait cool d'avoir un terrain, de se mettre à deux, de faire des trucs, hein. On pourrait s'amuser, on planterait plein d'arbres, on construirait des cabanes et tout.
En fait, c'était rigolo, ça peut être des rêves de gosse. Sauf que ben, on a été rattrapé par une réalité. Et ben, cette réalité, elle nous fait réaliser un rêve. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça peut être positif. Même si c'est toujours teinté de ben, on le fait aussi parce que on veut être prêt. Bah, c'est vrai que nous, ce qu'on voulait partager avec vous, c'était tout ce cheminement-là. Parce qu'il y a aussi pourquoi on a décidé de le faire à plusieurs. On aurait très bien pu chacun de notre côté décider d'acheter un grand terrain dans un endroit un peu paumé, et puis de se mettre à cultiver la terre, et puis de construire sa maison tout seul dans son coin. Bah, il y a une raison, c'est que, un, franchement, c'est pas fun de le faire tout seul. Franchement, c'est pas fun. Deux, C'est dur. construire une maison tout seul, C'est dur. c'est c'est une vraie galère, alors qu'à deux, ça devient presque atelier enfance, bac à sable, on fait un truc génial ensemble, on monte une maison, je veux dire c'est atelier Lego presque, c'est génial, puis ça nous donne du courage. Et puis on est plus résilient quand il y en a un qui est en train de défaillir. Là Thibaut il s'est fait mal à une jambe par exemple. Bon bah on peut imaginer que si on était sur le terrain, bah peut-être que pendant 2 3 semaines, enfin, il mettrait un petit peu tout ça en bémol, puis que bah, moi j'irais ramasser les fruits, les légumes, faire un peu plus de travail physique. Et là c'est ok. Quand on est tout seul, enfin, je veux dire, ça devient Manon des sources. Le gars il n'arrive pas à trouver la source, il en crève. Je veux dire, bah, ça devient ça devient la galère ultime. Donc le but du jeu c'est que ça soit joyeux et qu'on n'aille pas vers moins bien. Au contraire, c'est d'aller vers plus de joie. Puis il y a une raison pourquoi avec Thibaut aussi, c'est que tous les deux on est on est quasiment identiques, on a une personnalité identique, on se connaît très bien, on travaille ensemble depuis 3 ans, on a une espèce de vision, de vision commune, c'est-à-dire que quand j'ai une vision, je peux lui partager, il va me dire bah ouais, ouais, ouais j'ai la même. Enfin, je veux dire, au bout de 2 minutes, il va me dire j'ai la même. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit, grosso modo. On... Et vice versa, lui il arrive en me disant ah, j'ai pensé à un truc, je lui dis ah bah tiens moi aussi avant-hier, ou tiens bah, j'allais y penser, c'est presque ça tu vois. J'allais y penser. Donc ça c'est chouette. C'est aussi, il faut voir un truc, c'est que je pense qu'on a trouvé la bonne personne pour le faire. Moi, je me voyais pas quelque part m'enterrer dans mon coin à Bordeaux en mode un peu résistance, sans Thibaut, coupé de Thibaut. Pour moi, c'était une perte. Euh, Moi, j'acceptais pas, j'aurais pas accepté de perdre le lien que j'ai avec lui. Il y a un lien unique qui fait que je me sens compris, il me comprend, et du coup on peut avancer parce que l'autre est là. Il y a vraiment on est des bouts de puzzle quoi. Moi je le vois comme ça. Et donc c'était une évidence. Voilà pourquoi on a décidé de le faire ensemble. Et puis on a le background, on a construit on a fondé une entreprise, notre entreprise elle s'est fondée sur cette ressemblance, sur sur cette force qu'on a à deux. Et ben, en fait, c'est la suite. Enfin, pour moi, c'est juste une suite logique. Moi je bois. Par la santé. Ouais. Hmm. Salut Narissa. Hello. Donc là on va attaquer des points qui sont un peu plus personnels. C'est la manière dont on a décidé et ensuite on va vous partager la manière dont on a réagi à notre décision. Dans un premier temps, il y a eu Thibaut qui a eu une prise de conscience et il s'est dit ma maison est un fardeau pour moi parce qu'elle emprisonne toute ma richesse. En gros, il a acheté une maison, il a emprunté et sa maison, elle vaut de l'argent, voire beaucoup d'argent. Mais par contre, pour les liquidités de la trésorerie au jour le jour, il faut qu'il travaille. Sinon, le frigo il se remplit pas tout seul. Alors que il a du patrimoine dans sa maison qui est emprisonnée. Ça Donc l'idée c'est de se dire comment je libère cette richesse et comment je peux récupérer cette richesse. Parce que quelque part, courir après cette richesse que un jour ça sera à moi et un jour j'aurai plus de crédit à rembourser, c'est-à-dire en gros dans 15 ans ou dans 20 ans. En fait, il y avait un truc qui n'était pas clair pour moi parce que ici, là où je vis, je peux être résilient. Par rapport à là où vit Romuald, en fait, je suis plutôt en sécurité, j'ai plus grand de terrain, je suis plus avancé parce que j'ai déjà des arbres qui sont très grands, qui donnent beaucoup de fruits. J'ai un poulailler, enfin, j'ai quand même des habitudes.
et je peux avoir une certaine autonomie. Et je sais que je pourrais être autonome à 100% ici. En plus, j'ai des voisins sympas, enfin, je veux dire. Mais voilà, ma maison, elle me coûte un bras. Et en fait, parce que j'avais une autre vie avant, qui m'a permis de réaliser ce premier rêve que j'avais, qui en fait n'était pas vraiment un rêve, c'est le rêve qu'on vous vend quand vous êtes jeune, avec l'éducation, le rêve, bah, tout ce qu'on vous met dans la tête, les parents, tout, que bah oui, la vie c'est avoir une maison, une famille, un enfant, une femme, et machin, bon, tout ce qu'on a dans la tête. Et moi, je l'ai fait, j'ai réalisé ça, deux bagnoles, bagnoles qui me plaisaient, enfin, vraiment, j'ai eu du pognon, tout, enfin, et bah, pour autant, ça allait pas, je veux dire, j'étais pas heureux, quoi. Et en fait, rester là et me dire, mais si ça s'effondre ou quoi, est-ce que je vais être bien là? Eh ben, en fait, non. Il y a un truc qui est pas du tout joyeux. Et moi, continuer à bosser tous les mois, je vais continuer à bosser, c'est pas la question, mais je vais pas bosser pour les mêmes raisons. Là, je bosse pour rembourser une maison. Euh, enfin, en fait, je trouve il n'y a plus de logique à ça pour moi. J'ai envie de bosser pour des projets qui sont joyeux, qui changent le monde. Moi, payer ma maison, enfin, ça change pas le monde, hein. Je veux dire, ça fait plaisir à un banquier. Et point final. Donc ça, j'en veux plus. Et il faut dire un truc, Thibaut, il a un parcours, je sais pas si on peut appeler ça particulier, mais c'est quelqu'un qui a bien réussi ses études. T'as un bac plus 5 de mémoire. Euh, T'as bien réussi j'ai tes pas études, plus deux, mais j'ai bossé tout un de bac suite. plus 2. Et c'est après justement où t'as bien cartonné, c'est que t'es rentré dans une entreprise et tu as enchaîné promotion sur promotion jusqu'à finir directeur, dis-moi, aide-moi. Euh, responsable national des ventes. Voilà, responsable national des ventes d'une belle entreprise. Et donc vous imaginez bien qu'il avait le salaire qu'il allait avec. Et qu'il y a un jour, il a décidé et il a dit, mais moi, j'arrête. J'arrête le salariat, j'arrête. Bon, et après, grosso modo, on s'est rencontrés, on a monté ensemble notre entreprise. Mais pour vous dire quelque chose, c'est que Thibaut, il sait ce que c'est que d'avoir l'argent qui arrive. Il sait ce que c'est que d'avoir deux voitures, il sait ce que c'est que de dépenser sans compter, ainsi de suite. Et je me souviens très bien que, parce qu'on a connu aussi des moments au départ de notre activité, ou comme toute activité qui démarre, où eh ben, on ne peut pas avoir forcément de gros salaires au départ. Et il y a eu ces moments où il fallait vivre avec beaucoup moins que ce que tu touchais avant. Et tu me disais, mais en fait, je suis en train de redécouvrir Mmh, un nouveau mode de vie. Et en fait, il commençait déjà à mettre la main dans la décroissance. c'est ça. Et il y a déjà 3, 4 ans même. Il y a bien 4 ans. Parce que quand je suis parti, bien sûr, je suis parti, en plus j'ai une chance extraordinaire, je suis parti avec de l'argent. C'est moi qui voulais partir et mon entreprise m'a donné de l'argent. Bon, alors c'est assez extraordinaire, mais ça s'est passé comme ça. Donc j'ai pu vivre comme ça, j'ai pu créer mon entreprise sans trop galérer, sans trop me mettre de pression. Et puis j'ai été rattrapé par la réalité. Je veux dire, c'est pas, tu bosses pas 2 heures par jour et tu gagnes pas 1 000 euros par mois. Enfin, voilà. Bon, bref, ça s'est pas passé comme tout ce que j'aurais pu imaginer, ce qu'on m'avait vendu, etc. Et voilà, j'ai réappris effectivement à faire avec peu. Et j'ai réadapté ma vie. En fait, j'ai adapté mes habitudes. On a repensé avec ma femme nos manières de faire. Et on a trouvé une façon de vivre qui est joyeuse. On n'était pas malheureux d'avoir moins. En fait, on se perdait moins. Au contraire, on redécouvrait des choses. Et c'est ce qui m'a poussé à faire le plus de jardin. Et ça m'a rendu très heureux. Au contraire. Ouais, parce que là aujourd'hui, t'as un poulailler, tous les jours t'as des œufs 4-5 œufs qui tous les arrivent jours. voilà, qui arrivent gratuitement pour nourrir ta famille. Donc effectivement, tu as dû réduire drastiquement ton niveau de viande, mais c'est recommandé pour le climat et pour l'écologie. Après, tu fais pousser, comme tu l'as dit, tu as de meilleurs résultats que moi, ton jardin te nourrit plus. Parce que Alors moi, je pense que c'est à cause de la sécheresse, je suis à Bordeaux et toi, ouais. t'es plus haut. Je pense que la sécheresse y joue énormément. Nous, on a vraiment bien morflé là. Puis j'ai beaucoup d'arbres fruitiers qui sont déjà grands. Enfin, j'ai déjà eu de la chance au départ quand j'ai acheté ma maison aussi. Alors j'ai une question à te poser, du coup, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle forme d'abondance? Parce que tu as connu l'abondance
avec le salaire qui remplit le frigo automatiquement et t'arrives pas à dépenser tout ce que tu gagnes. Et puis d'un autre côté, tu as l'autre forme d'abondance avec les noix qui tombent du noyer, les pommes qui sont là, le cerisier, les fruits, les légumes, C'est juste, les œufs. en fait, c'est redécouvrir la vie, tu vois. C'est, c'est, c'est comme si j'avais été désincarné, tu sais. Et c'est vraiment fort, hein. C'est que ça, en fait, j'avais même une folie d'acheter. J'avais de l'argent, il fallait que j'achète. Il n'y avait rien qui me contentait, tu vois. Et plus j'achetais, plus j'en voulais, et en fait, ça me servait à rien, et je trouvais aucun sens à ça. Aujourd'hui, je vois mon noyer, les noix, là, elles sont en train de finir d'être formées, elles vont bientôt tomber, mais en fait, je sais que je vais avoir 20 kilos de noix qui vont tomber, mais au-delà de l'aspect financier, je veux dire, enfin, tu te nourris avec des noix. Mon noisetier, là, j'ai des kilos de noisettes, bah, je sais pas. Enfin, pour moi, il n'y a rien de plus beau, rien de plus beau. Enfin, honnêtement, je gagnerais 1000 euros de moins. Bon, ça peut arriver d'ailleurs. Mais je gagnerais pas de salaire. En fait, ça me rend heureux d'avoir ce que j'ai là, qui est tout à fait naturel. Mais par contre, ce qui peut me peser, c'est que j'ai cette épée de Damoclès qui dit, si tu ne payes pas Le crédit. le crédit à la banque, bah, en fait, on peut te reprendre tout ça qui est, bah, en fait, qui devrait être un droit, tu vois, c'est naturel, c'est la nature, tu devrais pouvoir en profiter. Et en fait, non, on me dit, si tu ne payes pas ça, bah, tout ça, on te le retire. Ça, c'est une souffrance extrême. Alors du coup, j'ai encore une autre question pour toi. On passe en mode interview là. J'ai une autre question pour toi. Là, pour le déménagement sur notre terrain, tu as commencé par faire quelque chose d'assez particulier. Tu as une grande maison, je sais plus combien de mètres carrés ça 160. fait. Alors pour moi, c'est grand du coup. Euh, une des premières actions que tu as fait, c'est de vider les placards, vider tout ce qu'il y a dans les chambres, vider tous les trucs inutiles. Et j'ai envie de te dire, tout à l'heure tu disais que tu avais une frénésie d'achat. Est-ce que tu as retrouvé des trucs que tu as quasiment jamais utilisés, que tu as stocké dans un coin et qui servaient mais vraiment à rien, que tu as acheté, tu te demandes encore pourquoi tu l'as acheté peut-être 6 ans ou 7 ans après. Ah bon, Est-ce que tu as ça? en fait, beaucoup. Et je me suis rendu compte à quel point notre maison, et en fait, je parle pour moi, mais ma femme aussi, alors, emmagasiner des choses. En plus, elle est plus âgée que moi. Du coup, elle accumule encore plus. Mais moi, j'ai accumulé, mais en plus, ouais, j'ai acheté des trucs à la con, hein. Mais c'était pas plus pour moi, c'était plutôt j'achète aux autres. Tu vois, j'avais l'effet Père Noël et j'ai acheté beaucoup. Du coup, j'ai retrouvé des réserves de cadeaux que j'avais de côté, tu vois, pour distribuer aux enfants, etc. Et en fait, c'est des trucs qui servent à rien, qui ont aucune valeur, qui... En fait, je préfère passer une demi-heure avec mon fils de qualité plutôt que de lui donner un truc qui est tout pourri et qui lui apprend que dalle en plus. Et alors oui, enfin, j'ai déchargé la maison de plein de trucs. Et, et en fait, plus je Ouais. décharge, plus je suis heureux. Tu vois? Mais souvent, quand on achète des choses comme ça, c'est pour se justifier d'autres choses. Par exemple, quand tu offres des cadeaux à quelqu'un, c'est souvent ça justifie ton absence ou ça justifie le fait que tu ne te crois pas à la hauteur Après, vis-à-vis de la personne ou ce genre de choses. Et puis souvent on achète des choses ou on mange des choses, c'est comme une forme de boulimie, soit alimentaire, soit une boulimie d'achat. Parce que faut combler des besoins et des plaies intérieures, des blessures intérieures, et on est dans une frénésie, on devient, enfin, en fait, on est complètement barjot quoi avec ce consumérisme. Et en plus, en faisant ça, plus on consomme, plus on augmente le PIB, plus on pollue. C'est vraiment ouais, une ouais. boucle hyper vicieuse. On est en train de tout bousiller quelque part. C'est comme si on était en train de manger les ressources de nos enfants, de nos propres enfants et aussi de nos petits-enfants. On est en train de bouffer les ressources en faisant ça, des générations futures, pour des trucs, comme tu dis, qui restent dans un placard pendant des années et qui finissent à la brocante parce qu'on l'a jamais utilisé, on n'a même pas ouvert le paquet cadeau. Quoi. Ah ouais, tout à fait. Et Bah ça, aujourd'hui, c'est l'effet inverse. faut Vraiment, que ça change. je suis heureux de me défaire et je suis en fait tellement heureux que j'ai pas envie de vendre. Tu vois? J'ai vendu certains trucs,
Mais en fait, beaucoup, je donne. Donc, je vais à la recyclerie et puis j'apporte des trucs. Et puis, au moins, ça sert en plus à autre chose, mais ça a une seconde vie. Et puis, ça sert à un projet social. Mais avant, je n'avais rien à secouer. Tu vois, j'avais pas du tout conscience que mes actions, elles pouvaient avoir un impact beaucoup plus grand. Et en fait, oui, à chaque fois que j'achète un truc, c'est un impact écologique, c'est un impact sur la société. Mais chaque fois que je me défais d'une chose, ça a aussi beaucoup de sens pour moi, ça a vraiment un impact aussi, parce que je sais que à chaque fois que je m'en défais, je me donne la capacité de dire non la prochaine fois, tu vois. Parce que bien sûr, il y a toujours des envies, tu te confrontes à du marketing, hein. Tu vas dans le magasin, tu as les gondoles, tête de gondole, tu as les promos et tout. Salaud de marketeur, hein. Ouais, ouais. Mais euh, en me débarrassant et en apprenant à me débarrasser, je me donne la possibilité de refuser plus facilement la prochaine fois. Mais ce sera de plus en plus facile. Et voilà, après, je peux vivre la décroissance joyeusement, sans frustration. Ok, Si on peut. donc ce point-là, c'était pour rappeler. Je vais faire une petite digression juste avant. Effectivement, quand Thibaut il dit que pour faire plaisir à quelqu'un, on achète un jouet, en général il est fabriqué en Chine. Alors, bon, c'est l'atelier du monde, c'est comme ça. Il y a quelque chose dont on n'a pas forcément conscience à ce moment-là, c'est que quand on achète quelque chose en plastique ou un smartphone par exemple en Chine, en fait on délocalise notre pollution. Un petit peu comme on le fait quand on tire la chasse d'eau des WC et la pollution qu'on envoie par contre parce qu'on a mis Harpic 2000 dans les WC, et ben on dit au reste de la société débrouillez-vous avec ça, à vous de vous arranger pour que l'eau soit à nouveau propre. Donc en fait, on ne prend pas notre responsabilité vis-à-vis de nos déchets. Ben, c'est la même chose avec le smartphone qu'on achète ou avec le jouet en Chine qu'on achète. La pollution, elle n'est pas créée en France, elle est créée directement en Chine. Et vous pouvez tous voir à la télévision les Chinois avec des masques dans les villes, simplement parce que les usines sont en train de les intoxiquer. Et ce n'est pas les usines qui sont en train de fabriquer des choses pour eux et pour leur consommation, mais pour nous. On a une responsabilité là-dessus. Sur le fait qu'en Chine, je crois, par an, c'est 4 millions de morts liées à la pollution directement, si mes chiffres sont pas mauvais. Il faudra vérifier. Tu veux pas être loin, hein, surtout. Non, mais bon, il me semble que c'est ça. Mais faudra, bon voilà, 4 millions de morts. Et sur les 4 millions, c'est en très grande partie à cause des choses qui sont en train de confectionner pour nous. Donc ça, c'est aussi important. C'est pas parce que nous, on voit pas la pollution qu'on la crée pas et qu'on n'est pas des... on est la cause de la pollution. À chaque fois qu'on achète quelque chose, on cause de la pollution. C'est très très rare qu'on en fasse pas. Par exemple, quand on vous dit oui, alors c'est génial, le verre est entièrement renouvelable. Oui, mais c'est vrai, il est 100% renouvelable. Et puis on peut faire une chaîne infinie. Sauf que pour faire cette chaîne infinie, il faut de l'énergie, de l'énergie, et donc à 80-90% de chance de l'énergie fossile pour refondre le verre et refaire des bouteilles et ainsi de suite. Donc de toute façon, de près ou de loin, il y a toujours de l'énergie fossile qui traîne là-dedans. Il n'y a pas aujourd'hui ce qu'on appelle de découplage possible entre le fait de produire des choses sans avoir d'impact écologique. Ça existe quasiment pas. Il faut oublier cette notion-là. À chaque fois que vous gagnez du PIB ou à chaque fois que vous augmentez la consommation, vous augmentez aussi la pollution. Donc la solution, c'est bien de faire décroître cette consommation. Il n'y a pas le choix. Il faut être en décroissance. Donc tout ça pour vous dire que Thibaut a une prise de conscience. Sa prise de conscience était que sa maison contenait tout son patrimoine et que il galérait pour rembourser un crédit alors qu'il avait plein d'argent stocké dans les murs de sa maison. Ça a été la première prise de conscience. Et là, à partir de ce moment-là, Thibaut a commencé à me dire, ouais, mais là, c'est pas possible. Je me souviens bien de cette discussion. Ah, mais c'est pas possible. Je vais vendre ma maison et je vais racheter un terrain à un côté et je vais racheter avec une petite maison. Il voulait le faire tout seul dans son coin. Égoïsme. Et, et du coup, il avait ça en tête. À ce moment-là, moi j'ai pris conscience quelques jours plus tard. Ça s'est fait en 2-3 semaines, ces prises de conscience-là. Je me souviens. Moi, j'ai pris conscience d'un truc, c'est que j'avais besoin d'un terrain de repli au cas où il y ait un effondrement. C'est-à-dire que je ne pouvais pas forcément rester à Bordeaux en espérant, comment dire, par miracle, qu'il n'y ait pas de violence.
Donc en gros, pour moi, effondrement, ça va avec violence, hein. Sinon, ça s'appelle une transition. C'est plus un effondrement. Donc j'ai pris conscience que s'il y avait effondrement, j'étais en zone dangereuse, en zone violente. Et donc j'ai dit à Thibaut, si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est que vu que toi, ta liquidité est bloquée dans les murs de ta maison, moi j'ai un peu de liquidité, j'achète le terrain, tu construis ta maison dessus, tu habites dessus, ainsi de suite. Mais par contre, tu le gardes pour nous, et nous on débarquera si ça devient chaud, si ça s'effondre. Voilà, deuxième étape, on en était là. Et la troisième étape, ça a été de dire oui, mais c'est pas fair play parce que il y en a un il y en a un qui a le terrain, l'autre qui habite dessus, on n'est pas vraiment à 50-50. Est-ce que Thibaut il peut quand même considérer qu'il est chez lui Et puis moi, il y a un truc qui me dérangeait beaucoup, c'est que j'avais l'impression, si j'achetais le terrain, d'être le seigneur des terres, quoi. Donc, un petit peu en mode duc de Norbert Montmorency, comme diraient certains. Voilà, moi j'ai pas la Ferrari, mais on fera avec. Euh, et donc on avait besoin d'équilibrer ce projet. Donc on a un petit peu discuté. Thibaut me disait voilà, moi j'aimerais bien être un peu plus chez moi. Puis du coup, on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose ensemble. Mais ça, hop, ça a été levé. Et puis les semaines ont passé. Et puis on s'est dit bon bah on a bossé quoi. Enfin on a fait autre chose, on a fait notre taf, on a fait des lancements et ainsi de suite. Puis après, moi, j'ai eu une autre prise de conscience, c'est que j'étais pas du tout en sécurité en fait sur mon terrain et que rester là, même en espérant que ça s'effondre et de pouvoir dégager au dernier moment, c'était pas possible. Il fallait que j'ai dégagé avant. Donc il fallait que moi, de toute façon, je bouge. Et puis ça, c'est parti parce que tu t'es énormément documenté, parce que Ah oui. tu as énormément étudié la question de l'effondrement. Mais quand je vous dis documenté et tout, c'est scientifique. Je veux dire, Orwell, il creuse, il creuse. Et, et puis, il fait les ramifications. Et la maths, il y a un point, ça dégage 4 points, bah, il va aller creuser les 4 points. Et puis, il va aller comprendre tout. Et c'est ça qui a vraiment déclenché. Et là, il y a eu grosse, grosse, grosse peur. Je me souviens, là, c'était quand même. Non, on peut pas faire autrement. C'est ça mon crève. Non. Eh oui, non, mais disons que moi j'ai vraiment la sensation que ça peut péter à n'importe quel moment et en plus pour différentes causes qu'on n'est pas capable de modéliser. Pour moi, il y a un effondrement économique et financier là qui risque d'arriver très très tôt. Il y a un effondrement peut-être énergétique, mais on ne sait pas bien comment il va se positionner. Mais il est lié aussi à l'effondrement économique et financier. Il y a ce climat qui est un vrai problème parce que mine de rien, ce réchauffement climatique, ça fait un déplacement de population. Parce qu'il y a plein de gens en Afrique notamment qui vont se rendre compte que toutes leurs terres là, ils sont plus cultivables dans les années à venir. Ils vont se déplacer, ils vont migrer de toute façon vers le nord. Il y a aussi la raréfaction de l'eau qui est hyper compliquée aussi à gérer. Bon, tout ça, ça crée des tensions et beaucoup d'incertitudes. Et en permanence, on peut se dire est-ce que je suis à l'endroit le plus résilient pour moi et ma famille? Et la réponse, quand je me suis dit, t'es juste à côté de Bordeaux, Bordeaux, intramuros, c'est 250 000 personnes, juste à côté, à 10 km, donc à pied, hein, les gars, ils peuvent venir chez toi si jamais ils ont la dalle. Ah bah en fait, ça le fait pas du tout. Premièrement, ça a été un facteur, c'est la violence, ça a été un vrai facteur de peur pour moi. Et deuxième facteur de crainte, beaucoup moins de peur, c'était de me dire, mon terrain n'est pas assez grand. Quand vous avez 1000 mètres carrés, effectivement, vous pouvez normalement subvenir aux besoins de votre famille. Alors ça dépend des gens qui documentent ça. Euh, Il y en a qui vont dire qu'il faut 1000, il y en a qui vont dire qu'il faut 1000 par personne, il y en a qui vont dire qu'il faut 500 par personne, enfin bon. Donc ça dépend un petit peu. Ce que je savais, c'est que sur ce petit terrain, oui, j'allais pouvoir faire de la permaculture, mais j'allais devoir faire de la permaculture pendant très longtemps avant de savoir vraiment nourrir ma famille. La phase d'apprentissage, elle est très très longue. Et en plus, je me suis rendu compte, et cet été m'a donné totalement raison avec les canicules et les sécheresses, dont je vous rappelle que j'ai parlé dans un live, je me souviens, au mois d'avril ou au mois de mai. Je l'avais dit qu'il y aurait pénurie d'eau en France, et il y a pénurie d'eau en France à certains endroits. C'est pas une prémonition, c'est juste que fallait bien que ça arrive à un moment. Bah, j'ai eu du bol, c'est tombé cet été. Ça aurait pu tomber l'année d'après ou l'année d'après, mais fallait que ça arrive quoi. C'était évident.
Bah, sur mon petit terrain, je pense que je pense pas être en capacité dans 2 ans ou dans 3 ans de pouvoir nourrir ma famille. Donc je suis pas en sécurité d'un point de vue alimentaire. Donc je suis obligé de partir. Donc je me suis rendu compte que j'étais pas en sécurité. Et cinquième point, du coup Thibaut voulait bouger, je voulais bouger. On s'est dit, hey, et si on le faisait ensemble? Et voilà. Bah oui. C'est comme c'est- c'est comme ça qu'on c'est comme ça qu'on a décidé de. Bon, en tout cas, tu as bien retracé l'historique parce que, tu vois, pour moi, c'était resté nébuleux. J'avais zappé toute cette chronologie. Je te remercie. Ça me fait du bien de repasser le fil. C'est Et justement, c'est ça qu'on veut passer. C'est ces moments où, enfin ça c'est lié à notre histoire, c'est ces moments, ces étapes que nous on a eues. Ah bah, peut-être qu'elles vont vous servir à vous. Parce que peut-être que vous allez vous mettre en mouvement dans une situation peut-être complètement différente. Peut-être que vous allez être dans le sud-ouest, peut-être que vous allez vous mettre en Belgique, j'en sais rien. Peut-être que vous allez rester là où vous êtes, mais vous allez faire en sorte que quelqu'un vienne habiter chez vous, ou peut-être que vous allez rester tout seul. Mais peut-être que ça va vous servir. En tout cas, c'est dans cet état d'esprit-là qu'on le fait, parce que très honnêtement, on pourrait aussi le faire dans notre coin, on n'en parle plus. Hein. Ouais. Et puis, faut aussi remettre les choses. C'est que nous, on prend un postulat. Euh, bon, ok, il y a des faits, il y a il y a des hypothèses. Nous, on a défini une trajectoire très probable, mais tout le monde ne va pas penser du tout la même chose, tout le monde n'a pas la même vision que nous, et tout le monde ne ferait pas nos choix. Nous, on a fait nos choix en fonction de notre background, notre vision de l'avenir. Mais voilà, ça peut se passer de différentes manières. Vous pourriez faire d'autres choix. Par contre, le cheminement intérieur, en fait, il est là, il est commun à nous, ce qu'on a vécu. Bah, les questions qu'on s'est posées, vous allez peut-être vous-même vous les poser. Par contre, vous ne ferez peut-être pas les mêmes choix, vous n'irez peut-être pas habiter en Bretagne, parce que vous considérez que la Bretagne, c'est tout pourri, et qu'il vaut mieux aller se réfugier dans les montagnes. Bah ouais, peut-être. Il y en a qui sont dans les montagnes et qui Oui. considèrent que c'est mieux dans les montagnes. Voilà, moi, j'y crois pas, mais c'est ma vision du truc. Après, on aurait pu très bien aussi faire ce choix. Mais on n'essaie pas de vous vendre euh, nos conclusions. On essaie surtout de vous partager le chemin pour qu'il puisse vous servir. Et peut-être être support pour que ça soit peut-être plus facile pour vous en tout cas. Ouais, voilà, on espère que ça sera utile Ouais. pour les autres. Après, là, il nous reste une dizaine de minutes. C'est pas en Bretagne. On refera un autre live pour la suite une autre fois. On va traiter de comment on s'est mis d'accord sur les caractéristiques du terrain à acheter. Et bah là, on espère que ça va vous servir. Déjà là, c'était chaud, hein. Sachant deux familles, bon, déjà dans une seule famille, se mettre d'accord, ça peut être compliqué. Mais là, sachant qu'on est deux familles, qu'on n'habite pas du tout l'un à côté de l'autre, qu'on est plutôt à 300-350 bornes d'écart, on a juste l'habitude de se voir sur Skype. Mais que moi, je connaissais pas trop la femme de Romuald, on s'était déjà vu, mais bon, pas plus que ça. Sa femme ne connaissait pas trop la mienne. Enfin, je laisse imaginer un peu le délire pour se mettre d'accord sur les critères et chacun sur ses besoins. Alors, on a dû le faire, et puis en fait, on a plutôt pas mal réussi, hein. Moi, ce que je vois, c'est que tu picoles pas beaucoup quand même, parce que ça reste un apéro live. Regarde, j'ai tout fini. C'est parce que j'ai bu Ah, beaucoup. c'est moi en fait qui picole, pas assez, je suis en retard. Tu parles trop par rapport à ce que tu bois. Moi, j'ai bu beaucoup, enfin beaucoup. Ça Hmm. reste un Ouais, verre j'ai blanc. compris, c'est McKen quoi. Hmm. Euh, du coup, je vais prendre le problème à l'envers et je vais essayer de le faire très court. Voilà les difficultés humaines qu'on a rencontrées pour définir le terrain idéal. Sandrine, qui est la femme de Thibaut, elle voulait que le terrain soit proche de la mer et faire un camping. Sandra, ma femme, elle voulait que ça soit proche de Bordeaux, donc proche de sa famille et de ses amis. Thibaut, il avait besoin de liberté, d'autonomie et de moins de contraintes possibles. En gros, ça pouvait déjà le faire un petit peu chier qu'on vienne habiter avec lui.
concrètement, hein. C'était déjà une contrainte pour lui parce que bah, deux familles, ça limite la liberté, ça limite l'autonomie, ainsi de suite. Alors, ça augmente l'autonomie, mais ça contraint la liberté. Donc, et puis ça met des contraintes. Et c'est vrai que je me souviens de ta tête au départ, tu t'apercevais qu'il y avait ça comme contrainte, et ça, et ça, et ça, mais je te sentais comme étranglé au niveau du chakra de la gorge, tu vois, t'avais du mal à sortir tout ça. Bon, évidemment, on a fait des séances euh, pour, pour sortir, pour tirer le fil de la pelote de laine, voilà. Et puis moi, j'avais comme une autre contrainte, c'était ma peur, et moi j'ai mis 3 semaines à m'apercevoir que c'était la peur qui me faisait courir. J'étais presque devenu hystérique, franchement, hein. Et par contre, j'avais une peur, j'étais terrifié. J'étais terrifié. Aujourd'hui, je suis plus terrifié pour une raison simple. C'est qu'on a mis la main sur le terrain et on est en cours de transaction chez le notaire. Et du coup, bah, on va l'acheter. Enfin, c'est quasiment gagné, quoi. Donc, c'est ça qui m'apaise. J'aurais pas le terrain, je serais toujours terrifié. Et, euh, et même en sachant que le terrain est, comment dire, euh, plus ou moins garanti, je fais en sorte que le projet il avance chaque jour, chaque heure. Je vérifie les mails, je vérifie que je peux pas faire avancer tel point ou tel point ou tel point ou tel point. C'est devenu de la gestion de projet à la culotte, quoi. C'est, je veux vraiment pas perdre un jour parce que j'ai j'ai pas envie que que tout ça se dilue dans le temps et qu'on se rend compte dans 3 ans que on n'a toujours pas nos maisons construites, tout ce genre de choses. Voilà, faut que ça aille vite pour qu'on soit en sécurité. Et une fois qu'on sera en sécurité, bah, c'est la pyramide de Maslow, bah, on pourra passer à autre chose, quoi. Donc moi, il fallait que ça aille vite, vite, vite. J'ai même noté vite, il faut aller très vite, ne pas perdre une journée ni une heure pour avancer. Voilà, et du coup, ça entraîne quelque chose de très contraignant pour les autres. C'est une difficulté à encaisser les changements, ce changement brutal, parce que bah, du coup, je laisse pas non plus le temps et l'espace aux autres de faire leur deuil, de se rendre compte, de se projeter. Et j'en suis conscient. Faut, ouais, faut aussi dire, mais ça, c'est aussi une grande force dans le projet, c'est qu'on a quand même chacun fait un vrai parcours de développement personnel. On a vraiment, on a de l'expérience derrière. On on n'est pas des lapins de 6 semaines. Je veux dire, on a vécu, nous, on s'est aussi formé, on a évolué, et ça nous permet aujourd'hui de faire les choses en bonne entente. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a une facilité, parce que Romuald, il est aussi, il est très facilitateur du projet. Moi, je le suis beaucoup moins, justement, avec cette contrainte de les autres m'agressent en permanence. Et peut-être plus fort chez moi que chez toi, tu vois. Et du coup, j'ai plus de mal à être facilitateur, tu vois. Et c'est vrai que Romuald facilite le projet en permanence. Et voilà, s'il n'y a pas une personne qui facilite, je pense que c'est beaucoup plus dur d'aller au bout. En tout cas, de se mettre d'accord rapidement, parce que finalement, là, on a fait quoi? Au mois de juin, on a trouvé le truc. Et là, vous voyez, on est septembre, c'est quasi ficelé, quoi. Donc, il a fallu faire un deuil hyper rapide. Il a quand même fallu tout remuer en très peu de temps. C'est pour ça qu'il y a eu des moments où ça a été beaucoup plus dur. Et c'est pour ça aussi qu'on a même mis, entre parenthèses, notre activité. Je veux dire, concrètement, notre énergie a été focalisée presque à 100% dans ce projet de partir. On Là, pouvait aussi le faire parce qu'on a un salarié voilà. Oh, qui fait le travail pour nous et on a beaucoup de chance d'avoir Aurélien voilà. C'était bah, grâce à lui. qui assume derrière. Donc ça c'est une chose. Et puis autre chose c'était l'été. Donc de toute façon c'est une période un peu plus creuse. Ça nous bah c'est bien tombé, quoi. C'est bien tombé Voilà. parce qu'en fait, on aurait eu ce creux, on n'aurait pas pu mettre l'énergie. Donc les choses sont bien faites. Je me souviens de ce moment. Là je vous partage vraiment les petits trucs intimes du projet. Il y avait ce moment où vous savez où bah, c'est Thibaut qui avait commencé à prendre des annonces sur le Bon Coin et puis sur Paru Vendu et il disait tiens là on pourrait ça serait pas mal là tu sais, mais dans un rêve lointain ça serait pas mal là voilà là il y a 2 hectares et machin et puis
je me suis dit, c'est intéressant de faire ce truc. Du coup, on a fait ensemble, on a fait une séance de remplissage des cases d'un fichier Excel, où on en a mis une trentaine dessus. Puis on a commencé à regarder là-dedans ce qui nous intéressait pas, ce qui nous intéressait, jusqu'à quel prix on pouvait aller, ce genre de choses. Et puis je sentais bien que on était en train de le faire, mais un peu comme un projet en l'air. On était en train de le, comment dire, de le, voilà, c'était encore dans la phase de rêve. On était dans la transition très douce, ainsi de suite. Et là, moi, avec ma peur, le lendemain, j'ai pris tous les biens qui correspondaient à notre vouloir commun. Et j'ai appelé tous les mecs et j'ai commencé à caler des dates de visite en Bretagne. Je veux dire, je suis à Bordeaux. 2 jours plus tard, je louais une bagnole et je partais en Bretagne visiter tous les biens et les enchaîner dans une course folle. C'était pendant la canicule quand il a fait 43 un peu partout là. Alors moi justement sur notre terrain de Bretagne il faisait que 38, il y avait 5 degrés de moins. Donc c'était quand même, on s'est vite rendu compte que ça pouvait être intéressant d'être là-bas, au moins pour cette dimension-là. Et là je peux vous assurer que quand Thibaut a vu que j'allais me bouger sans l'avoir prévenu 48 heures avant, que j'avais déjà loué la bagnole, que j'allais déjà visiter et ainsi de suite, il a pas eu le temps de se retourner, de se dire mais moi aussi je peux y aller. Ah ben non, j'ai mon gosse à l'école, merde, je suis coincé, je peux pas venir avec toi, mais j'aurais envie, mais je peux pas quand même, ainsi de suite. Et donc j'ai fait 6 ou 7 visites avec ma femme et ma famille pendant la canicule, même s'il y avait canicule, j'ai pas renoncé. Et ben là, ça a vraiment mis un gros coup de pression à tout le monde. Ma femme, elle était obligée de se rendre compte de ce que c'était que la Bretagne, de se rendre compte de ce que c'était les terrains qu'on voulait acheter. Thibaut, et là, il s'est dit merde, alors là, ça devient vraiment concret. Putain, c'est chaud, quoi. Là, ça a Ouais. été un moment très très tendu, Et ça. ma femme était totalement noyée. Ça allait et tellement trop vite. D'ailleurs, ça va toujours trop vite hein, pour elle. C'est compliqué. C'est ouais, elle a même du mal à imaginer. Ça y est, ça y est. Mais oui, parce que tu as été vraiment moteur. Et en fait, heureusement, j'ai envie de dire, ta peur, elle nous a vraiment servi. Parce que, ouais, il y a tellement de peur liée à un changement de vie aussi fort que ça peut paralyser totalement. Il y a beaucoup de projets qui se font en plusieurs années. Il y a des gens qui recherchent le terrain idéal pendant 2 ans. Parce que c'est pas qu'ils recherchent vraiment le terrain idéal, c'est parce qu'il faut régler tout ce qu'il y a à régler en soi. C'est très compliqué de se dire on change tout. Donc, bah ouais. En fait, je sais pas si je t'ai dit merci, mais en fait, merci parce que Ah, c'est cool. C'est cool. ouais, Faut pas. mais ouais, Oui, oui, tu as eu cette peur, il fallait aller vite et tout, tu as mis la pression, mais en fait, bah, c'est grâce à toi, hein, tu vois, qu'aujourd'hui, on en est là. Donc, merci. ouais, ouais, bah, moi je l'ai vécu un peu autrement. Je l'ai vécu un petit peu, bah, et j'avais cette guillotine au-dessus de la tête, et c'est vrai que c'était pas agréable pour moi non plus. Il y a toute une partie de ma famille qui a pensé que je devenais complètement fou. Ma femme aussi, hein. Ça c'est très. Ah oula. Ma femme, ça s'est très très mal vécu. Elle a très mal vécu cette partie-là, ma femme. Parce qu'au départ, elle était d'accord pour bouger. C'était un rêve, c'était un projet lointain, pas de problème et tout. Et du jour au lendemain, je lui ai dit, j'ai loué une voiture, on y va. Ça a été extrêmement violent. Et j'ai même compris que si je ne lâchais pas du lest à ce moment-là, bah en fait j'allais protéger que mon petit ego et que j'allais ni protéger ma femme ni ma fille. Et alors que c'est mon but premier, enfin parce que mon ego on s'en fiche pas mal. Parce que tout simplement ma femme aurait pas pu continuer comme ça, on aurait certainement divorcé. Pour faire court. Donc j'ai dû mettre un peu de bémol là-dessus. Voilà. Et un dernier truc que je voulais vous dire concernant toutes les difficultés humaines qu'on a rencontrées, vous avez bien compris qu'il y en a une qui voulait être en Bretagne et l'autre à Bordeaux. Déjà c'était un peu compliqué dans l'histoire. Proche de la mer et l'autre, moi je voulais pas surtout pas être proche de la mer. Enfin, et tout était un peu comme ça. Il y en avait un qui voulait venir, comment dire, mettre 2 maisons sur un terrain, mais qui avait en même temps besoin de liberté, c'est-à-dire d'être tout seul, d'être dans sa bulle. Bon, voilà, et tout ça, c'est ça l'incertitude. C'est d'arriver dans un monde de contradictions totales
à décider et à avancer. Et c'est important parce que demain, bah, on sera obligé de faire ça tout le temps en fait. L'illusion de la stabilité, c'est fini. Et dernier truc qui est aussi hyper important, c'est qu'on est tous conditionnés à l'individualisme, à l'égoïsme, au consumérisme, à la liberté, à l'indépendance et à l'autonomie. C'est des choses qu'on voit partout. Euh, la liberté, bah, liberté, égalité, fraternité, c'est tellement, enfin voilà, c'est ancré dans le peuple français. Le consumérisme, regardez la télé, c'est plein de publicités. L'égoïsme et l'individualisme, quand vous êtes une famille avec 3 ou 4 personnes, bah, regardez ce qui se passe. Est-ce que vous passez vos soirées à jouer à la belote autour d'une table ou est-ce que chacun est sur sa tablette, son smartphone, sa télé, son écran et son ordinateur? Regardez bien comment ça se passe dans votre famille. On est poussé vers, vers la solitude, vers l'isolement, vers cet individualisme. Et puis cette notion d'indépendance et d'autonomie, elle est partout. On fait en sorte que les vieux ils restent chez eux le plus longtemps possible, mais seuls. Que les handicapés bah, ils soient autonomes complètement chez eux, mais seuls. Que tout le monde, faut que tout le monde reste seul. Alors qu'on pourrait créer des structures beaucoup plus à visage humain. Je parle pas évidemment de mouroirs, mais on pourrait avoir des maisons familiales pour les handicapés ou pour les personnes dépendantes, qu'on soit âgé ou dépendant d'une autre manière, ça pourrait très très bien marcher avec un visage beaucoup plus humain et ça existe déjà d'ailleurs. Hein. Il y a des tierces personnes qui font ça. Et, mais ça va dans ce sens de regroupement justement, et non pas de solitude. Or, on est conditionné à l'isolement et à la solitude, conditionné à travers ces promesses de liberté, de consumérisme qui font de nous des gens totalement indépendants, parce que de toute façon, si on a un besoin, on peut l'acheter. On peut acheter l'amitié de quelqu'un, on peut acheter le temps de quelqu'un, on peut acheter une prothèse, on peut acheter, si on a besoin de se déplacer plus vite, on peut acheter une voiture plus puissante, on peut acheter tout ça. Donc, cette société, elle va dans ce sens-là, et quelque part, elle va euh, déjà, un, pas du tout dans le bon sens, et deux, ça fait de nous des gens qui sommes complètement conditionnés à tout ça, et quand on veut quitter ce système, eh ben on le quitte pas en claquant des doigts, on reste individualiste, on reste attaché à la liberté, on reste indépendant, ainsi de suite, et quelque part, moi, personnellement, pour parler que de moi dans cette histoire-là, je suis obligé de lutter contre ça, pour pouvoir aussi me retrouver dans cette fraternité, cette joie, cet accueil de vivre, de vivre, non pas en communauté, mais de vivre en voisinage resserré, on va dire, en voisinage partagé, je sais pas comment on peut appeler ça, on est en éco-hameau. Mais quelque part, il faut arriver à faire le deuil de tout ça, de cette fausse indépendance, de cette fausse liberté, de ce faux consumérisme qui nous fabrique un petit peu comme des dieux finalement, qu'on n'est pas du tout, on est plutôt même très fragile. Donc voilà les difficultés qu'on a rencontrées. Et il y en avait qui étaient à l'intérieur de nous, à cause du conditionnement, et puis entre nous, parce qu'on n'est pas pareil, on n'a pas les mêmes envies, et du coup se mettre en commun, bah faut trouver des zones où on est d'accord tous, des zones où on se rejoint. Donc voilà. Alors, Je on a pense plutôt pas. bien réussi. Mais Ouais, oui, pour l'instant. je pense on va pas aborder le reste. Et en fait, ce serait bien de le faire dans une autre occasion. À la semaine prochaine. Ouais, ce serait bien. Si on se disait même jour, même heure. Ah, Même jour, même heure, oui, même pomme. en tout cas, l'heure, ce sera toujours l'heure de l'apéro, ça c'est certain. Et pour le jour, eh ben, on va vous confirmer ça. Euh, je pense que si vous avez des questions, vous pourrez les poser et on réagira. Soit on répondra la semaine prochaine, soit on réagira dans les commentaires. Voilà, on a eu quelques commentaires, j'ai pas tout lu. On a eu après les plus gros commentaires. Donc merci à tous ceux qui étaient là, Nico, Maxime, Larissa, Agnès. On vous embrasse. Merci à Aurélien, parce que, il nous permet aussi de rendre ça possible. Et regardez le bel entourage là qu'on a. Bah, c'est Aurélien qui nous l'a fait pour rendre ça un peu plus joyeux et voilà, plus fun. Et donc, merci à lui. Merci à tous d'être là. Et puis, attention, j'ai ma femme qui réagit sur le chat, qui me dit non, pas mardi prochain, pas possible. Bon, bah, je pensais que j'avais un petit doute. Pour moi, ce sera. Pas mardi prochain. Bon, on retrouvera une date, vous inquiétez pas.
Moi, je suis entouré de moustiques, là, c'est pour ça que je gesticule. La prochaine fois, on parlera de comment on s'est mis d'accord sur les caractéristiques du terrain acheté. Donc, on verra pourquoi on a acheté en Bretagne Ça, c'est au passionnant. niveau. Comment? C'est passionnant, hein. Là, faut être là parce que vous allez apprendre des choses, hein, sur comment définir pour vous quelle est la bonne destination, hein. En gros, pourquoi on n'a pas acheté en montagne, pourquoi on n'a pas acheté au centre de la France, par exemple dans la Creuse, là aussi il y a des maisons qui sont pas chères. Voilà, bon, tout ça vous saurez ça la prochaine fois. Le montage juridique et financier, mais aussi tous les montages juridiques et financiers qu'on a étudiés, je crois qu'il y en a 5 au final, et pourquoi on a décidé euh, d'en garder un parmi les autres. Et puis ensuite, ce qu'on va faire sur le terrain euh, un peu plus en détail, et ensuite par quoi on commence. Donc comme ça, vous allez savoir quelles sont les étapes qu'on va suivre. Voilà, en tout cas, il y a ça au projet, Ouais. au programme pour la Et prochaine fois. dernière chose, on a une chaîne YouTube. Je vous invite à aller vous abonner dessus parce que dessus, au-delà des lives, on va préparer des vidéos qui seront plus mieux ficelées que juste un live, hein, où on va vous partager vraiment les étapes de ce qu'on fait pour que ça puisse vous servir. Et puis vous trouverez aussi dessus des partages des experts du collectif Ensemble vers un monde meilleur. Donc il y a vraiment dessus des conférences par exemple, des podcasts aussi qu'on a enregistrés. N'hésitez pas, il y a vraiment beaucoup de valeur, beaucoup de contenu et il y en aura encore plus sur cette chaîne. Pour suivre en tout cas notre parcours, il y a la chaîne YouTube aussi et je vous mettrai le lien. Vous le retrouverez déjà dans le fil d'actualité, je l'ai déjà mis, mais je le mettrai en plus dans les commentaires. Bon, c'est super. Merci beaucoup été là, d'avoir écouté, de votre présence. Et merci aussi pour, je pense à Maxime et aux autres experts. Merci aussi à tout ce qu'ils ont pu nous apporter à travers leur expertise. Je parle de cette relation humaine qu'ils ont, cette construction d'eux-mêmes, et puis à travers tout ça, ils nous construisent nous aussi. C'est aussi grâce à eux qu'on a pu quelque part faire face aux difficultés qu'on a pu rencontrer, ces difficultés humaines. Donc, en tout cas, merci. Merci à tout le monde. Bonne Ciao. soirée. Il faut que je coupe.